Transformons la France au cœur de nos régions, ici même à Montpellier, en Occitanie. Nous poursuivons cette séquence dédiée aux énergies, avec cette séquence cette fois-ci dédiée à l'eau et la nécessaire révolution des usages de l'eau dans notre région. L'Occitanie est certainement la région la mieux placée pour innover après la sécheresse historique de ces 2 dernières années. Il y a de grandes disparités, évidemment, en fonction de nos départements, mais c'est un climat semi-aride qui s'est installé en réalité, notamment dans le Roussillon. Nous sommes en novembre, les Pyrénées-Orientales, mais aussi l'Aude, l'Hérault sont toujours en situation de crise hydrologique profonde. Le gouvernement a donc présenté son plan eau au printemps, suivi par la région au début de l'été, avec cet intitulé « L'eau, tous concernés, tous mobilisés ». Ce plan a fait l'objet de 1200 contributions. Il est doté d'un budget de 162 millions d'euros pour faire de l'Occitanie la première région dotée d'infrastructures capables de limiter les effets du réchauffement climatique, mais aussi la première région en matière de réutilisation des eaux usées. Je vous présente nos 2 nouveaux invités. Laurent-Emmanuel Mijon, bonjour. Vous êtes président-directeur général de BioUV Group, fondé il y a 23 ans, entré en bourse en 2018, classé par le Financial Times parmi les 1000 entreprises à la croissance la plus dynamique en Europe. Vous êtes spécialisé dans la désinfection de l'eau, donc par ultraviolet, électrolyse, traitement à l'ozone ou oxydation. Vous retraitez des eaux industrielles, aquacoles, des eaux de ballast dans le maritime, mais aussi les eaux récréatives de ma piscine. Votre mission, votre raison d'être, protéger l'eau bleue par le vert de l'écologie. Vous dites aimer les chiffres verts, Laurent-Emmanuel Mijon. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Alors d'abord, j'aime les chiffres parce que je suis ingénieur de formation et ingénieur agronome. Donc j'aime aussi la verdure et l'écologie. Donc je me retrouve plutôt bien chez BioUV depuis maintenant 6 ans. Alors j'aime les chiffres verts, ça veut dire que comme une société cotée, j'aime les chiffres quand ils grandissent et qu'ils sont positifs, mais surtout lorsqu'ils protègent l'environnement. Ça veut dire que non seulement on amène des solutions propres, c'est-à-dire de l'UV, de l'électrolyse, pour une ressource rare, donc l'or bleu, j'aime aussi bien porter son nom aujourd'hui, l'eau, mais on essaye de le faire de façon très propre et essayer de préserver l'environnement. Donc quelques chiffres. Aujourd'hui, les systèmes que l'on commercialise et les solutions qu'on commercialise dans le monde, à peu près pour 50 millions d'euros, correspondent à la consommation de la ville de Paris. Bon, une dizaine de millions. Ça veut dire qu'en fait, on traite l'équivalent de 1 milliard de mètres cubes par an avec les systèmes commercialisés chez BioUV. On parle d'objectifs de réutilisation des eaux usées traitées. Les systèmes que l'on commercialise aujourd'hui, c'est déjà plus de 10 millions de mètres cubes. Alors pas qu'en Occitanie malheureusement, mais beaucoup en Afrique et ailleurs. Donc on est déjà, nous, dans notre objectif de traiter les 10 millions de mètres cubes, et c'est ce qui représente déjà un tiers de l'objectif fixé par Emmanuel Macron pour 2030. Et puis on essaie de le faire aussi en évitant l'utilisation de produits chimiques, c'est-à-dire des chloramines, c'est-à-dire du chlore. Et on mesure ça. Donc cette année, on estime qu'on a économisé on a permis d'économiser, grâce à nos technologies, 700 tonnes de chlore. On a permis d'économiser un peu plus de 10 tonnes de chloramine qui sont très nocives pour la santé. On permet aussi, par le biais de nos systèmes, notamment dans les systèmes de traitement de ballast des eaux de bateaux, d'éviter la pollution par des espèces invasives type le crabe bleu, la moule zébrée et ce genre de choses. Donc voilà ce qu'on appelle des chiffres. Et merci à vous d'avoir mis les mots derrière les chiffres, ce qui nous permet de mieux cerner votre activité. Nous allons y revenir évidemment et je poursuis les présentations avec François Gontard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint aménagement et patrimoine de BRL Group, entreprise concessionnaire donc du grand réseau hydraulique d'Occitanie, avec de multiples missions au carrefour de toutes les transitions. Nous évoquerons également le pôle de compétitivité Aquavallée qui réunit 250 adhérents, dont votre directeur est également vice-président. Quels sont les défis? J'évoquais 2 années de sécheresse historique, on pourrait même remonter encore un peu plus loin probablement. Quels sont les défis pour BRL aujourd'hui en tant que concessionnaire de ce grand réseau hydraulique d'Occitanie face à cette sécheresse? Si j'y arrive, sécheresse, c'est mieux. Bien, je dirais voilà, que le grand défi aujourd'hui, c'est d'assurer la gestion entre des ressources qui sont aujourd'hui directement impactées par le changement climatique, qui sont alors, au niveau de la région essentiellement des ressources superficielles, en tout cas celles que nos réseaux mobilisent,
La dynamique des cours d'eau évolue puisque en fait c'est surtout la répartition des pluies qui évolue et donc finalement on a peu d'eau l'été lorsqu'on en a besoin. Donc ça c'est un premier défi, voilà, c'est de mobiliser. Et on en a trop l'hiver, au moment où les sols sont trop secs, ça ruisselle, ça inonde. Voilà, c'est bien une vraie particularité de notre climat méditerranéen, en effet, où de l'eau il continue à en tomber, mais pas nécessairement au moment où les usages sont les plus importants en été, notamment pour l'agriculture et pour le tourisme d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure. Comment vous faites pour sécuriser nos approvisionnements? On a beaucoup parlé de certains villages qui ont dû être ravitaillés en eau potable cet été. Est-ce qu'on peut considérer que notre approvisionnement, d'une manière générale, sur la région est sécurisé aujourd'hui? Alors, on ne va pas pouvoir donner une réponse globale et homogène à l'échelle de la région. On est un territoire finalement qui est très hétérogène. Alors, je vais l'illustrer. Par exemple, en limite est, nous avons le fleuve Rhône qui, tous les ans, déverse 55 milliards de mètres cubes d'eau en Méditerranée. Donc là, on a une ressource qui est abondante et c'est une forme de sécurisation, quelque part. C'est-à-dire, y compris en été, on a encore des débits dans le Rhône qui permettent d'envisager des prélèvements. Je ne dis pas que c'est une ressource infinie, inépuisable. Ceci dit, à l'échelle des besoins régionaux, c'est une ressource considérable. Et deuxièmement, nous avons également quelques barrages dans la région, sur les fleuves Orbe, sur les fleuves Hérault notamment, qui permettent de stocker de l'eau en hiver. Alors, une illustration, là c'est très concret, c'est le 16 septembre, quand on a eu ces très fortes pluies, notamment sur les piémonts de l'Hérault, le barrage des Bonds d'Orbe s'est rempli de 10 millions de mètres cubes en 24 heures. Donc voilà, c'est de l'eau qui, au lieu de finir directement en mer, a été stockée et sera utilisable pour l'été prochain. Donc on a de la sécurisation avec des ressources soit abondantes, soit stockées, que l'on peut mobiliser ensuite quand on a besoin. Après, la deuxième étape de la sécurisation, c'est de réaliser les ouvrages qui permettent d'acheminer cette ressource jusqu'aux endroits où on en a besoin. Et c'est là où il y a une forme d'injustice, c'est-à-dire pour ceux qui sont à proximité immédiate de ces ressources, ce sont des investissements réalisables. Lorsqu'on est très loin de ces ressources, il reste des territoires aujourd'hui qui sont démunis quelque part, parce que trop loin de ces ressources. Ces territoires, lesquels en l'occurrence? Eh bien, vous avez parlé aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales, il y a des secteurs compliqués. Les Corbières, par exemple, dans l'Aude, pour citer des territoires concrets. Vous avez ensuite les piémonts cévenols, où de l'eau, elle passe, mais de façon fugace. Et ensuite, on est loin du Rhône, loin des grandes ressources. On parle d'un déficit de plusieurs dizaines de millions de mètres cubes d'eau chaque année. En réalité, c'est difficile de se faire une image précise de ce que ça peut représenter. Est-ce que ça veut dire, Laurent-Emmanuel Migeon, que le prix de l'eau va forcément augmenter ces prochaines années? Et surtout, quelles seront les conséquences pour le monde de l'économie? Alors, je ne suis pas devin, mais ce qu'on voit par ailleurs, et on en a parlé tout à l'heure avec les problématiques liées à l'énergie, et les tarifications qui sont déjà proposées pour 2025, puisqu'on est en train d'en discuter aujourd'hui entre EDF et l'État, le manque fait que normalement ça devrait augmenter. Quand on regarde les prix aujourd'hui du mètre cube, on parle entre 2 et 6, 7, 8 euros, ça dépend des métropoles, ça dépend des prestataires qui le font, mais j'ai du mal à imaginer que ça ne puisse pas augmenter, comme on l'a vu pour la partie énergétique. Non seulement ça va augmenter, mais en plus ça va devenir de plus en plus rare. Alors on est un petit peu préservé, puisque quand on regarde les territoires, en tout cas les pays, la France est le 57e pays en plus gros déficit hydrique. Ça veut dire qu'on a déjà une cinquantaine de pays devant nous qui ont déjà œuvré pour ça. On pense à Israël, on pense à des pays du type du Moyen-Orient qui utilisent la désalinisation pour avoir un accès à l'eau. Donc on est un petit peu préservé aujourd'hui. Mais cet effet-là, la nature a été plutôt généreuse avec nous, a tendance à s'estomper. Il ne faut quand même pas oublier que dans les prévisions du GIEC, dans le scénario le plus pessimiste, qu'on appelle RPC 8.5, on pense que sur l'Occitanie, il va manquer 180 mm d'eau à échéance, je crois que c'est 2050. C'est 180 litres d'eau au mètre carré. C'est-à-dire 30% de ce qui tombait dans les années passées. Donc il va nous manquer de l'eau. On va s'apercevoir aussi que non seulement il en manque, mais c'est à quelle période il en manque. Et ça fera le lien tout à l'heure sur la partie industrielle, c'est-à-dire qu'on commence à voir dans certains territoires où des industries ne peuvent pas tourner parce qu'il y a des décrets qui leur disent « Messieurs, on va faire des arbitrages sur l'utilisation de l'eau entre notre agriculture, notre industrie, les individus. » Et ça
c'est une décision qui doit être prise par les représentants de l'État à un moment. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur des prévisionnels. Il y a des sociétés, et c'est pour ça que moi je suis heureux et fier d'être là aujourd'hui, parce que sur le territoire occitan, on a de très très belles sociétés. Je pense à Imageo, qui est une filiale de SOR aujourd'hui, qui donne des prévisionnels dans la nappe dans laquelle vous opérez, pour pouvoir vous dire, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, il va vous manquer ça d'eau. Donc si jamais il y a un décret qui dit que vous ne pouvez pas utiliser d'eau, je vous conseille de produire plutôt maintenant. Si vous devez mettre des gens en chômage partiel parce que vous n'avez pas d'eau, sur des entreprises qui sont très consommatrices d'eau, c'était déjà le cas là, cette année, et ça va devenir de plus en plus important. Donc non seulement ça va coûter plus cher, il va falloir anticiper un certain nombre de choses, et il va falloir aussi l'utiliser de façon très optimale. Attention juste au micro, si vous pouvez le rapprocher un tout petit peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut révolutionner concrètement dans nos usages de l'eau pour arriver à progresser, à poursuivre notre croissance malgré cette ressource limitée? Comment est-ce qu'on révolutionne nos usages? Je vais vous poser la question à tous les deux, Laurent et Emmanuel Migeon. Alors, la première des choses, on a vu les canalisations. Il y a un travail qui est fait pour faire qu'il y ait la déperdition de 20% ou 25% qui soit réduite. Le deuxième, c'est évidemment sans éviter, ou en tout cas en préservant la qualité de l'eau. Il faut quand même s'assurer que la qualité de l'eau soit toujours celle qu'on a connue. Donc il faut continuer à la préserver. Mais ça veut dire que on va continuer à baisser notre consommation. On a parlé de -12 sur l'énergie l'année dernière, ça va être la même chose sur l'eau. Et puis la troisième chose, c'est essayer de la réutiliser à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau individuel, au niveau industriel, éventuellement au niveau, et surtout au niveau municipal. Donc moins réutiliser tout en préservant la qualité. Il ne faut surtout pas sacrifier la qualité de l'eau que l'on peut avoir sur notre territoire en France. François Gontard, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais reprendre un terme qui a été employé tout à l'heure. On a parlé de sobriété, mais voilà, ça s'applique à l'énergie, ça s'applique à l'eau directement. Vous avez dit aussi dans votre propos introductif, vous avez parlé du plan régional eau qui s'adresse à tous. Donc, ce qu'on fait, c'est déjà que tout le monde s'implique. Alors ensuite, je vais dire ce qu'on fait au niveau plutôt réseau hydraulique régional à notre échelle. On a parlé des fuites, voilà. Cette eau perdue sur le réseau, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Donc c'est ça. Première chose, donc, c'est lutter contre les fuites. En effet, vous parliez de l'ordre de 20 à 25% de taux de perte qui est un niveau classique connu au niveau de tous les réseaux, que ce soit des réseaux d'eau potable ou des réseaux d'eau brute. Donc pour lutter contre ça, on compte beaucoup. C'est-à-dire, on compte les quantités d'eau qu'on injecte dans nos réseaux, on compte les quantités d'eau avec des compteurs de sectorisation à différents niveaux de nos réseaux de distribution, et on compte précisément l'eau qu'il en sort. Et après, par différence, on trouve les quantités d'eau qui disparaissent. Donc ce sont des fuites. Ça nous permet de les localiser et ensuite de mettre en place des programmes de réparation. Alors, il y a les réparations quand on constate une fuite, mais aussi des programmes de maintenance préventifs pour renouveler des conduites avant qu'elles soient dans un état qui provoque beaucoup de fuites. Donc ça, c'est vraiment de traquer les fuites. C'est le quotidien de notre travail, ça, vraiment. Ensuite, on peut intervenir sur des techniques. Nous sommes sur des réseaux agricoles qui travaillent énormément l'été, puis qui sont très peu utilisés l'hiver, et avec des niveaux de pression, du coup, qui varient énormément. Et par exemple, on adapte notre pression en temps réel à la demande en eau. Plus un réseau est sous pression, plus les fuites sont importantes. Donc on module la pression des réseaux en fonction des besoins du réseau pour essayer d'optimiser les fuites. Donc ça, voilà, c'est la partie sur nos réseaux. Donc dès qu'on peut, on baisse la pression, c'est ça, pour éviter les fuites. Voilà. Je ne sais pas comment. Enfin, si je prends une image, si vous avez une chambre à air très pressée, il y a un petit trou, vous allez entendre que ça fuit beaucoup. Et puis quand la pression baisse, la fuite la perte. C'est exactement pareil sur des réseaux hydrauliques. Donc on essaye de gérer la pression en temps réel. Donc c'est de l'automatisme, des moteurs variables, enfin, etc., etc. Donc c'est de la technologie derrière, de l'investissement pour améliorer ça. Vous avez parlé de compter. On compte à chaque étape. Laurent Emmanuel Migeon, vous nous avez parlé de sonder pour savoir ce qui se passe en sous-sol. J'en comprends que la data, aujourd'hui, les données sont un véritable enjeu dans cet univers de l'eau pour suivre évidemment sa course, pour suivre nos consommations. Comment la data est en train de révolutionner les usages de l'eau aujourd'hui ?
Oui, très, très fortement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parmi les personnes que l'on recrute ou les profils que l'on doit rechercher dans nos entreprises, on essaie de trouver des personnes qui maîtrisent ce type d'informations, mais il faut aussi éduquer nos clients pour pouvoir leur expliquer comment ça fonctionne. Moi, la première donnée que je regarde, c'est la qualité de l'eau qu'on reçoit et comment on peut la traiter pour éviter de mettre trop d'énergie. Pour ça, ça se mesure chez nous avec une unité qui est la transmittance de l'eau. Donc plus la transmittance est élevée, plus la qualité de l'eau est bonne. Par exemple, dans une piscine, la transmittance est très forte, donc je n'ai pas besoin de traiter beaucoup. Si je me retrouve dans le port de Shanghai, j'ai une transmittance qui est très faible, ça veut dire que je dois traiter beaucoup, ça veut dire que je dois mettre beaucoup d'énergie. Et donc que j'adapte ma consommation d'énergie et mon système à la qualité de l'eau que je peux avoir. Ça, c'est une première information. La deuxième, c'est de pouvoir utiliser mes systèmes en fonction des volumes que je peux avoir au cours de la journée. On vient d'équiper la station d'épuration de Lunel avec un système de réutilisation des eaux usées traitées de 700 m3 heure. Sauf qu'on sait très bien que le maximum, le débit de pointe, est plutôt 18h, 19h, 20h, quand les gens rentrent du travail et qu'ils rentrent chez eux. Donc c'est aussi important d'avoir la donnée qui permet d'optimiser le dimensionnement des systèmes que l'on va mettre dans les municipalités. On parlait de fuite tout à l'heure. En fait, la réutilisation des eaux usées traitées d'un point de vue municipal, c'est d'éviter que les eaux repartent directement à la mer. C'est une fuite. Et donc on essaie de récupérer sur les territoires du littoral ces eaux pour pouvoir les réinjecter et pour pouvoir les réutiliser. Donc là aussi, c'est important de pouvoir avoir des données qui permettent de dire à quelle période de l'année on a les réels besoins. On en parle, évidemment pour nous c'est plutôt à l'été, mais de plus en plus on s'aperçoit qu'il y a des périodes de l'année où c'est un petit peu plus compliqué. À l'aide de ces données, de ces datas, mais surtout à l'aide de votre expertise, comment est-ce que vous accompagnez le monde de l'industrie, notamment pour faire évoluer leurs usages de l'eau? Comment est-ce qu'on prend en compte une activité à 360 degrés pour arriver à être encore plus efficient dans ses usages? Alors, c'est assez compliqué au niveau industriel. Au niveau municipal, on peut sortir ou proposer des solutions assez standards et qui peuvent convenir à beaucoup de stations. Au niveau industriel, chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier. On peut travailler avec Coca-Cola qui peut avoir un besoin de l'eau à la fois pour nettoyer ses chaînes de process, mais aussi pour pouvoir le rentrer comme ingrédient à l'intérieur de son produit. Et l'usine de Coca-Cola au Nigeria n'est pas la même que celle qu'on peut avoir en France, et même en France, elles peuvent être assez différentes. Au moins pour ce qui est qualité d'eau qui rentre comme ingrédient. Après, on peut les aider, bien évidemment, pour éviter que leurs eaux grises repartent directement dans le circuit et pour pouvoir les réutiliser. Ce qu'on essaie de faire, par exemple, chez BioUV, nous, on a 2 sites en Occitanie, on est 160 personnes. Sur les 160, il y en a 130 en Occitanie, 30 à Toulouse et une centaine à Lunel. On essaie de recycler, on fait les tests. Tous nos produits sont testés avant d'être envoyés chez nos clients. Et on fait des tests, bien évidemment, en eau pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. L'eau qu'on utilise, on la recycle entre 6 et 7 fois. Donc on essaie de faire la même chose chez nos clients pour qu'ils puissent réutiliser cette eau 6 à 7 fois. Mais dans l'industrie, il faut commencer par des prototypes qui sont utilisés, testés, pour montrer qu'ils fonctionnent, les économies qu'on peut générer en eau et en énergie. C'est les deux choses que nos clients regardent pour avoir un retour sur investissement qui corresponde à leurs objectifs en tant qu'industriels. Vous dites pour les collectivités, c'est plus simple à dupliquer? Non, expliquez-moi. D'un point de vue industriel, les solutions qu'on peut amener aux collectivités sont un peu plus standards. Oui. Ils ont à peu près tous les mêmes besoins, notamment en termes de désinfection. La problématique avec les industriels, c'est que la qualité de l'eau n'est pas liée qu'uniquement à la désinfection, elle est liée aussi à la physico-chimie de l'eau. J'ai certains ions que je dois préserver dans mon process. Et donc, quand je le traite, je les élimine. Donc, ça veut dire qu'il faut que je les réincorpore. Donc, il faut que je ramène une qualité d'eau initiale à la même valeur que celle qu'ils ont toujours eue. Donc, à la fois, je dois désinfecter, mais je dois aussi apporter un certain nombre d'éléments physico-chimiques. Et notre métier chez BioUV, c'est plutôt la désinfection et le traitement des eaux. Ça veut dire que je travaille en partenariat, aujourd'hui avec une société du côté de Sète qui s'appelle Coldep, ou avec d'autres structures, ça peut être Aquadoc, qui sont des structures régionales et qui peuvent compléter nos solutions pour apporter les meilleures solutions à nos clients industriels. Quand on lance un projet, il y a évidemment la question de la réglementation qui peut évoluer au fil des années. Est-ce qu'elle s'est assouplie aujourd'hui? Est-ce qu'elle permet de développer sereinement ce type de projet? On peut parler du projet Aquadomit, par exemple, si vous le souhaitez, qui s'est étalé sur plus de 10 ans, notamment, qui a permis de sécuriser les approvisionnements du littoral audois, montpelliérain, qui s'étend aujourd'hui jusqu'au Minervois, jusqu'au Narbonnais. C'est un investissement conséquent, 220 millions d'euros, qui s'étale donc sur 10 ans.
évidemment, ce projet a évolué d'année en année. Est-ce que la réglementation permet de se projeter facilement ? Alors, le projet Aquadomicia est encadré par la réglementation essentiellement. Enfin, il y a deux aspects, mais le plus important, c'est celui sur la ressource en eau. Donc, de ce point de vue-là, par chance, la réglementation était très stable, ce qui fait que, comme vous le dites, on est sur des projets à très long terme. C'est 5 ans d'études suivis de 10 ans de travaux, et heureusement, quelque part, il y a cette forme de stabilité qui permet de se projeter dans l'avenir et d'envisager des investissements très conséquents qui ne seront pas remis en cause à très court terme par exemple des autorisations de prélèvement qui seraient supprimées, vous voyez, ce qui serait une catastrophe pour le territoire. Donc sur ces volets, la réglementation a été plutôt stable, on va dire, et donc sécurisante. Après, il y a eu un deuxième volet qu'on n'imagine peut-être pas tout de suite, mais c'est en fait réalisant des infrastructures qui vont traverser des milieux agricoles, mais aussi des milieux naturels, nous sommes tenus à respecter une réglementation justement sur la protection des espaces naturels, une réglementation qui est relativement lourde, qui conduit à mettre en place la séquence qu'on appelle ERC, éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire qu'on évite les spots, on va dire, de biodiversité. Si on doit y passer, on essaie de réduire les impacts en mobilisant des techniques de travaux à faible impact. Je sais pas, par exemple, au lieu de faire des larges tranchées, on réduit, ce qui nécessite de mobiliser peut-être plus de moyens, mais on fait en sorte de réduire l'impact. Et dans le dernier des cas, si on ne peut vraiment pas éviter, on compense, c'est-à-dire on recrée des espaces de biodiversité que l'on aurait détruits à l'occasion des travaux. Donc, en tout cas, oui, effectivement, c'est une réglementation qui est aujourd'hui très importante, on va dire, et qui a impacté sur les choix techniques, les tracés, etc., donc qui a impacté la réalisation de ces projets. Est-ce qu'on peut préparer l'avenir sereinement aujourd'hui, Laurent-Emmanuel Migeon ? Est-ce que vous y voyez clair sur l'avenir, justement ? Il y a des éléments sur lesquels on a une très bonne visibilité. Pour la réglementation, elle est nécessairement européenne et elle cascade sur la France. Pour ce qui est de la réutilisation des eaux agricoles, les décrets d'application est sorti, c'est assez clair. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour tout ce qui est lié aux autres applications, c'est-à-dire les applications qui peuvent être liées à l'irrigation des terrains, des voiries. Et toutes les applications, on estime qu'il y a à peu près 17 à 18 applications. Il y en a une pour laquelle on sait ce qui se passe, on connaît les décrets, on connaît la qualité de l'eau qu'on doit donner. Pour les autres, j'espère qu'on l'aura avant que l'été arrive. On a 6 mois pour pouvoir attendre ces éléments-là, mais c'est pas toujours très clair. D'autant plus que d'habitude, on travaille sur des niveaux d'abattement, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des bactéries, des virus, et puis on doit en détruire 10 puissance 4, 10 puissance 3. Aujourd'hui, il semblerait qu'on aille vers un niveau où il ne faudrait pas qu'il y ait plus de X Escherichia coli, X entérocoque, X BASR. Donc non, c'est pas très clair, mais pas toujours très clair. On espère que ça le sera. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand on a vu ce qui s'était passé dans les PO cette année, c'est allé beaucoup plus vite. Malheureusement, nécessité fait loi. J'ai peur j'espère pas qu'on aura une sécheresse. Les quelques dernières semaines sont plutôt bonnes. En tout cas, on a un peu plus d'eau. Mais je crois que de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir accélérer pour pouvoir offrir les solutions. Nous, on a les solutions. On les développe déjà à l'international. Si on veut pouvoir les développer sur la France, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'on aille un petit peu plus vite dans les décrets d'application, qu'on aille un peu plus vite sur les traitements de dossiers. On a des super bureaux d'études. On a Ecofilae à Montpellier. On en a plein sur le territoire qui peuvent nous aider à monter des dossiers. On a les compétences, on a les solutions. Si on a une administration qui va un petit peu plus vite, ça sera encore mieux. Pour trouver des solutions localement sur nos territoires, il y a ce pôle de compétitivité Aqua Vallée. Comment est-ce qu'il permet une meilleure prospective, une meilleure anticipation des solutions, justement ? Mais en fait, Aqua Vallée, c'est en quelque sorte, c'est un creuset qui réunit le monde universitaire, la recherche et les entreprises, et puis avec toute échelle d'entreprises locales. Donc, il est clair là, voilà, vous parliez d'accélération là, des problématiques, et on peut essayer chacun d'y aller tout seul dans son coin, mais on ira certainement moins vite que si on partage là les expériences, la capacité d'innovation, si on confronte les idées. Voilà, donc ça, clairement, voilà, BRL a eu l'occasion d'intervenir avec BioUV sur des projets de réutilisation d'eaux usées traitées sur la station de Moguio, par exemple. Voilà, c'est des endroits où on se rencontre, on peut faire émerger des projets, développer de l'innovation. Et clairement, on est dans une région, alors là, bénie des dieux, en termes voilà, d'excellence universitaire notamment, quoi, hein. Et donc là, c'est un vrai atout pour Aqua Vallée.
Est-ce qu'on a déjà connu de tels défis sur les usages de l'eau en Occitanie? Quel est le défi qui est face à nous? Alors, non, pas à cette échelle. Il y avait eu, alors, pour l'eau et l'agriculture, il y a eu un défi, c'était dans les années 60-70, quand la région était à très large dominante viticole, dans un contexte de production de masse, et il a fallu vraiment convertir cette agriculture qui n'était plus viable économiquement. Il y a eu une grosse transition, on est passé à des cultures plus intensives, arboriculture, maraîchage permise par le développement du réseau hydraulique régional. La viticulture a relevé le défi de la qualité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'agriculture est confrontée maintenant au défi du changement climatique. Et alors, je voulais le glisser, j'ai pas pu, donc j'en profite. Vous avez signé l'agriculture avec le monde de l'agriculture récemment. Voilà, tout à fait. Et donc, mais ce que je voulais dire, c'est que l'agriculture a déjà fait beaucoup. Nous avons des périmètres, on a fait une enquête cet été sur un périmètre dans le Gard, entre Alès et Nîmes. 99% des surfaces sont irriguées au goutte à goutte. Donc, on parle de révolution à réaliser. Il faut quand même se dire qu'il y a déjà une part du chemin qui a été réalisé et il en reste encore, en effet, beaucoup. Nous sommes au milieu du gué. Merci à vous. Merci de relever ce défi. Merci donc François Gontard et Laurent Emmanuel Mijon. Merci à tous les deux, BRL Group et Bio UV Group. Merci beaucoup. Merci.